Bonjour à tous. Donc, nous allons débuter cette quatrième séance consacrée au courtisan, au miroir de son monument funéraire. Alors, dans les cours précédents, nous sommes attachés à définir la cour et son fonctionnement en envisageant l'organisation de l'entourage du roi par l'intermédiaire d'une hiérarchisation et d'une étiquette stricte. Et nous avons évoqué la manière dont cette organisation se trouvait projetée spatialement dans la structure des palais, notamment, mais aussi dans les nécropoles. Nous avons essayé de mieux cerner également ce composant fondamental de la société de cour, qu'est la figure du courtisan, l'enjeu étant de saisir comment le conditionnement par la cour des comportements de l'élite allait influer sur l'ensemble de la société pharaonique. Alors l'objet du cours d'aujourd'hui est précisément centré sur cet homme de cour, ce membre de l'élite tel qu'il se présente au miroir, qui s'apparente plutôt d'ailleurs à un prisme, on va le voir, de son monument funéraire. Alors ces monuments funéraires, ce sont des tombes décorées. On a déjà plusieurs fois évoqué les mastabas, ces tombeaux parallélépipédiques se déployant en rues autour des pyramides royales, mais aussi des tombes rupestres dans les nécropoles provinciales. Ces monuments funéraires peuvent se résumer aussi à une stèle ou à un ensemble de stèles montrant une représentation du propriétaire et de ses proches associée à une inscription funéraire qui va mêler des formules pour accéder à l'au-delà et des éléments autobiographiques. Les membres de l'élite ont seuls accès à ce type de monument qui, d'une part, représente un coût élevé et, d'autre part, sont fréquemment des gratifications royales. Et donc, dans ces monuments, nous allons avoir une image de l'élite telle qu'elle se donne à voir et une opportunité de saisir le type de l'homme de cour tel qu'il veut se présenter lui-même. Alors commençons par les tombes des hauts dignitaires. Alors évidemment, notre approche sera forcément sélective du fait du nombre très élevé de monuments disponibles. Tout un chacun a en tête l'apparence de ces tombeaux des dignitaires, somptueusement décorés de scènes de la vie quotidienne, où un monde d'artisans, de paysans, de porteurs d'offrandes fourmille sous le regard dominateur du maître des lieux. Ou d'autres scènes, apparemment naturalistes, où le dignitaire se distrait dans une nature grouillant d'animaux sauvages. Néanmoins, il faudrait se garder évidemment d'une lecture simpliste de ces scènes comme reflétant une réalité captée par des artistes soucieux de créer des tableaux naturalistes, même en tenant compte des conventions du dessin égyptien. Ces décors sont avant tout une construction intellectuelle qui doit se lire comme telle, et donc nous pouvons garder en tête ce rappel de Hans Hubertus Munch dans un article paru récemment, quand il nous dit, en envisageant donc ces tombes comme des maisons, des maisonnées, selon la terminologie médiévale, il nous dit que les représentations de ces maisonnées dans les chapelles d'offrande de l'Ancien Empire ne doivent plus être considérées uniquement comme des indicateurs visuels, mais aussi comme des facteurs significatifs de l'histoire sociale de leur public. Bien qu'elles aient pu assurer la vie du défunt dans l'au-delà, elles ont également servi de moyen dans la construction sociale de la réalité dans l'Égypte de l'Ancien Empire, en permettant à leur public d'imprégner ce qu'ils vivaient dans la vie quotidienne d'une signification sensible. Donc Munch insiste sur cette idée de construction de la réalité par le programme décoratif des temples
construction qui joue un rôle même dans la perception que les Égyptiens eux-mêmes avaient de la réalité sociale. C'est dans cette même perspective intellectuelle qui voit dans la tombe un dispositif de glorification sociale que Pascal Vernus a défini pour l'analyse du programme décoratif des tombes égyptiennes 2 stratégies. D'abord, une stratégie d'épure, c'est-à-dire une stratégie qui vise à créer une composition orientée vers la présentation d'un monde idéalisé, en bonne marche, organisé autour du propriétaire. Donc ça, évidemment, on l'a visuellement sous nos yeux dès qu'on lit une paroi égyptienne, donc cette image d'un monde soigneusement normé, où tout est strictement organisé autour de la figure du propriétaire de la tombe. Alors, comme le souligne Pascal Vernus, cela ne veut pas dire que tout est gommé, tout est lissé, puisque de la stratégie visant à conformer le monde de la chapelle funéraire à l'épure du monde en général, révèle donc, c'est lui qui parle, la prise en compte d'une oscillation permanente qui mène de tendance à la déviation et à la transgression, à leur neutralisation. Donc on va, dans ces scènes, montrer des exactions en train d'être punies, par exemple, ce qui amène à intégrer, en quelque sorte, la rectification du mal dans l'ordre idéalisé, centré autour du propriétaire de la tombe. Les scènes vont donc s'attacher à châtier les transgressions, panser les blessures. Une autre stratégie est à l'œuvre dans ces décors, selon la proposition de Pascal Vernus, ce qu'il appelle une stratégie d'appoggiature, qui laisse en quelque sorte une certaine liberté aux artistes dans le soin d'illustrer quelques déviances, incongruités du monde des hommes ou de celui des animaux. Et il s'agit donc de prêter attention aux notations, à certaines notations anecdotiques, aux petits faits vrais, aux pittoresques, aux hors standards, aux manques, aux défauts et aux bévues laissés tels quels, aux anomalies, aux zones grises et indécises, à la dérision de la norme fût-elle dérisoire, bref, à des éléments qui contiennent en eux-mêmes une valorisation, loin de se fondre comme éléments différenciés dans une trajectoire générale ou une perspective d'ensemble. Fin de citation. Donc je vous ai mis sur la diapositive une petite scène qui rentre parfaitement dans cette stratégie d'appoggiature décrite par Pascal Vernus, où on voit donc l'accouchement d'un hippopotame avec aux aguets un crocodile qui s'apprête à dévorer le petit qui va naître. Donc là, il s'agit en quelque sorte d'une scène qui peut apparaître gratuite, pittoresque, qui fait partie de cette dissonance qui fait en quelque sorte la richesse artistique des programmes décoratifs de ces tombes. Précisément, donc, Pascal Vernus a choisi cette dénomination stratégie d'appoggiature par référence à la terminologie donc, musicale. Il s'agit d'un ornement fait d'une ou plusieurs notes, éventuellement dissonantes par rapport à la tonalité dominante qui se greffe sur une note de la mélodie principale. Donc, dans l'inventaire qu'en donne Pascal Vernus, ces dissonances sont créées par des caractérisations ethniques, pathologiques, monstrueuses, des notations triviales, pittoresques, humoristiques. On a là donc, dans ces scènes, pas seulement un monde tout à fait idéal, mais un certain nombre de scories, de déviances, qui s'intègrent à un tableau général qui est, lui, totalement organisé.
Alors cet univers artificiellement reconstruit que déploie le programme décoratif des chapelles funéraires de l'élite égyptienne, que ce soit des mastabas ou des tombes rupestres, et qui place donc le propriétaire au centre du jeu, cet univers est susceptible d'être décodé selon plusieurs types de lectures que nous allons passer rapidement en revue. D'abord, évidemment, une lecture religieuse, puisque le monument est avant tout destiné à favoriser l'accès du mort au statut de défunt privilégié et à assurer sa survie post-mortem. C'est naturellement la fonction primaire de la tombe, et il a été noté que le seul motif qui intervient dans 100% des tombes de l'Ancien Empire est celui des offrandes. Alors à partir de là, les égyptologues ont voulu déchiffrer l'ensemble du programme décoratif de ces tombes dans une perspective religieuse et parfois lire les scènes de la vie quotidienne ou les scènes de divertissement en décodant le sous-texte magico-rituel. C'est notamment la perspective qu'avait adoptée Dieter Kessler dans un article dont vous avez la référence sur la diapositive, qui s'intéresse aux scènes de navigation ou de construction de bateaux supervisées par le propriétaire de la tombe, dans les mastabas. Alors vous avez cette belle image du mastaba de Thi, qui a une caractéristique particulière, c'est que le propriétaire, Thi, s'est intégré à la scène et se montre à de même proportion que les ouvriers qui travaillent sur la construction des bateaux, ce qui est exceptionnel. Alors pour Dieter Kessler, derrière ces scènes anodines se cache la participation voulue du dignitaire aux célébrations royales de la fête du Nouvel An et la navigation d'Horus vers les nécropoles. Alors selon sa théorie, il y aurait un tabou religieux qui empêcherait la représentation directe de ces scènes qui renvoient au monde royal et divin, et il s'agirait donc de les évoquer indirectement par le processus de réalisation de ces bateaux. Alors ces raisonnements n'emportent pas forcément la conviction. René van Walsem, qui est un grand spécialiste de l'étude des mastabas de l'Ancien Empire, qui a publié une sorte d'ouvrage méthodologique sur l'analyse et l'interprétation de ces tombes, Iconography of All Kingdom Elite Tombs, Analysis and Interpretation, Theoretical and Methodological Aspects, en 2005. Donc René van Walsem s'est attaqué à ce type d'interprétation qui se veulent fournir une clé de lecture à l'ensemble des tombes égyptiennes. Alors ça concerne ces scènes de navigation, ça concerne aussi les scènes de pêche et de chasse dans les marais, comme on les verra plus tard dans le cours, où certains veulent voir l'évocation d'une union sexuelle. Le problème évidemment se pose, et Van Walsem le note, quand l'épouse n'est pas présente dans le bateau, ou l'interprétation qui veut voir dans ces scènes le symbole d'une régénération. Van Walsem plaide, lui, pour une analyse fondée sur la prise en compte de l'ensemble des programmes décoratifs des tombes connues pour l'Ancien Empire, ce qu'il a réalisé à travers une base de données qui s'appelle Mastabase, de sorte à bien évaluer le poids relatif de tel ou tel motif dans l'ensemble du corpus. Et Van Walsem réfute toute interprétation globalisante qui, en fait, ne pourrait s'appliquer, dès qu'on regarde en détail le corpus, qu'à un faible pourcentage des exemples attestés.
Il a notamment publié récemment un article dans les mélanges Trudwick où il insistait sur ce décalage entre les feelings égyptologiques et la réalité des faits statistiques. Donc il le dit explicitement dans l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, le fait de prendre en compte l'existence de différents jeux de langage et la variabilité de leur expression se manifestant au fil du temps architecturalement et iconographiquement rend insoutenable l'idée qu'un seul concept monolithique englobant et logique et ou une interprétation symbolique allégorique de la régénération sous-tendent les tombes de l'élite de l'Ancien Empire. Il faut donc à chaque fois être très prudent dès qu'on veut décoder l'arrière-plan religieux des scènes en prenant bien en compte la sélection qu'a opérée le propriétaire dans le répertoire général des scènes disponibles, la tradition dans laquelle il s'inscrit et la comparaison qui peut être établie entre les différentes attestations de ces scènes, ce qui peut évidemment conditionner leur interprétation. Autre exemple d'une lecture religieuse du programme décoratif des tombes privées, celle proposée par Deborah Wittschak, qui, elle, a cherché à comparer le programme décoratif des pyramides à texte, donc à partir donc de celle d'Ounas. Donc les pyramides comportent dans les chambres funéraires donc, la copie de textes religieux, donc ce qu'on appelle les textes des pyramides. Et donc, elle compare ce programme des pyramides à celui des tombeaux de l'élite. Et donc, Deborah Wittschak est partie de la lecture que James Allen a proposée des pyramides à texte selon une progression allant de l'au-delà souterrain dans la chambre du sarcophage, donc ce qu'il identifie à la droite, pour ensuite se rendre vers la région située en bordure de l'horizon, donc là où le soleil va se lever, donc l'arête, qui permet ensuite l'accès à la régénération céleste pour le roi défunt. Alors, cette lecture des pyramides a donné lieu à de nombreux débats, puisque son article « Reading a Pyramid » a suscité des réponses, certains écrivant d'autres articles intitulés « Unreading a Pyramid », etc. Donc tout cela est un débat en soi. En tout cas, Deborah Wittschak, s'appuyant sur le postulat que pyramide et mastaba visent tous deux à l'accès du défunt à la régénération céleste, a cherché donc dans la structure des mastabas et le programme décoratif de chacune de ces pièces une logique semblable. Et donc, c'est l'interprétation qu'elle développe pour la tombe d'Orma-Or, en voyant dans ces pièces reculées l'équivalent de la douate, de la chambre des sarcophages de la pyramide, et puis une progression qui va ensuite vers la sortie, vers l'arête. Et donc, elle propose de lire ce mastaba d'Orma-Or, mais aussi plusieurs autres, selon cette logique. Alors évidemment, ce n'est pas sans poser des difficultés, puisque l'interprétation, je n'entre pas dans le détail, est on ne peut plus forcer dans certains cas. Alors à côté de la lecture religieuse du programme décoratif de ces tombes, on peut en avoir une lecture sociologique. C'est un deuxième type de lecture. Alors évidemment, on l'a évoqué, la réalité sociale
représentée dans la tombe procède d'une reconstruction. Elle reflète néanmoins une situation familiale et professionnelle qui constitue un aperçu relativement fiable de l'histoire réelle de la maisonnée du personnage. De fait, les tombes représentent généralement un ensemble de relations sociales extrêmement développées qui s'expriment déjà par le nom des individus, ces noms pouvant être évidemment aussi signifiants, puisqu'on a des noms qui sont basilophores, qui portent le nom de pharaon auquel les parents se sont identifiés ou rapprochés, les degrés de parenté et évidemment aussi les titres portés par les individus, leur hiérarchie relative et leur fonction telle qu'elle est représentée dans la tombe. Il est alors possible de collecter ces données fournies et de pratiquer l'analyse de ces réseaux relationnels. Alors, cela a été fait récemment par Johannes Auenmüller, qui a analysé donc, dans un article paru en 2018 la société représentée dans le mastaba de Thi, en recensant un total de près de 1802 personnes figurées dans la tombe, ce recensement lui permettant ensuite d'établir la composition des groupes sociaux de sa maisonnée. Alors, vous voyez la quantité d'analyses de données prosopographiques complexes qui sont fournies par un même monument. Évidemment, l'outil informatique va permettre de gérer la quantité de ces données en les traitant de manière systématique. Alors, les égyptologues ont très vite utilisé des bases de données pour gérer ces données. Nigel Strudwick a été un des pionniers dans ce domaine en utilisant l'aide d'ordinateurs pour traiter les listes de titres que nous avions évoquées dans un cours précédent, celles qui lui ont permis de rédiger son ouvrage « The Administration of Egypt in the Old Kingdom », paru en 1985. Et de multiples travaux s'en sont suivis ensuite, des bases anthroponymiques, par exemple, recensant tous les anthroponymes de l'Ancien Empire, etc., etc. Tout récemment, s'est développée une approche basée sur ce qu'on appelle la Social Network Analysis, SNA, un type de recherche qui s'est développé d'abord dans le milieu anglo-saxon dans les années 1970, puis a commencé à intéresser les historiens dans les années 1990-2000, et vers 2010, les archéologues sont entrés dans ce mouvement. Ce type de recherche, donc Social Network Analysis, vise à mettre en évidence la position particulière de personnes au sein d'un ensemble d'individus unis par des relations de nature diverses. Alors pour cela, on utilise la théorie mathématique des graphes, utilisée pour la quantification notamment des réseaux géographiques, routiers, informatiques, dans d'autres domaines, et on l'applique à ces données historiques. Alors, dans le domaine égyptologique, de telles méthodes ont été mises en œuvre depuis 10 à 15 ans environ. Un colloque a réuni à Prague les spécialistes du domaine en 2018. C'est celui qui a été publié par Dulikova et Barta, « Addressing the Dynamics of Change in Ancient Egypt, Complex Network Analysis », donc paru en 2020. Et on trouvera des états de la question de cet usage de la Social Network Analysis dans les travaux de deux jeunes chercheurs français, donc Émilie Martinet, qui a publié un état des lieux dans la revue Claroscuro en 2020, et Vincent Chollier, qui avait consacré sa thèse au réseau
de pouvoir en Haute-Égypte au Nouvel Empire, et qui, dans l'ouvrage qui en est sorti, paru en 2023 aux éditions de la Maison de l'Orient à Lyon, fait le point en introduction dans les prolégomènes sur l'étude de ces réseaux relationnels en égyptologie. Alors vous voyez dans le tableau que j'emprunte à l'article d'Émilie Martinet le type d'études qui ont été menées par ces chercheurs et sur quel type de corpus ils ont travaillé. Alors on a les élites menfites de l'Ancien Empire, les élites provinciales du Nouvel Empire, les personnages attestés à travers le corpus des lettres d'Amarna, les élites provinciales de l'Ancien Empire et aussi les hauts fonctionnaires de l'administration, notamment les trésoriers pour la deuxième période, Moyen Empire et la deuxième période intermédiaire. C'est un ouvrage de Stefanovic publié en 2019. Alors, à titre d'exemple, pour illustrer la manière dont ces chercheurs travaillent, je vous montre ici un graphe produit avec le logiciel Gephi par Émilie Martinet. Ce graphe donc, est tiré de son article qui est paru dans le colloque Addressing the Dynamics of Change in Ancient Egypt. Et elle s'est attachée à déterminer le réseau entourant un personnage donc, connu par une tombe qui se trouve dans la nécropole de Mers, donc nécropole provinciale, un certain Pépi-Enr Eriib. Alors, elle a choisi cet exemple particulier parce que ce personnage apporte 44 titres, ce qui est assez exceptionnel, et que 124 individus différents sont représentés dans sa tombe. Et donc, en préparant les données, évidemment, elle associe à chaque personnage son titre et établit ensuite des liens qui existent avec le personnage principal, et cela fait ressortir, notamment à travers donc, les points les plus importants, le lien étroit qui existe entre Pépi-Enr Eriib et la cour et les institutions palatines. Donc ce sont les grands ronds orange sur la diapositive. Et donc le graphe permet d'illustrer la connexion étroite que ce haut dignitaire provincial entretient avec ces institutions liées à la cour. Alors ce n'est qu'un exemple, beaucoup d'autres ont été développés dans des contributions récentes autour, par exemple, des titres de Ti, le célèbre propriétaire du mastaba de la 5e dynastie. Un article d'Ulikova et Marik a mis aussi en évidence l'importance du népotisme, donc la transmission des titres et des fonctions dans une même famille qui se trouve particulièrement accentuée à partir de la 5e dynastie, ce qui permet de voir aussi des évolutions de fond dans la société égyptienne. Et puis, ces analyses de réseau permettent aussi de mettre en évidence le pouvoir particulier de certains dignitaires dans la société égyptienne en établissant les réseaux qui se rayonnent autour d'eux. C'est notamment un cas développé dans l'article de Dulikova et Marik dans le Handbook of Digital Egyptology paru en 2021. Alors, à côté des lectures religieuses et sociologiques,
j'ai sélectionné un troisième type de lecture, ce que j'appellerais lecture sémiotique et rhétorique. On peut envisager le programme décoratif d'une tombe égyptienne comme un outil de communication et de persuasion, et donc en décoder en quelque sorte l'organisation sémiotique et la rhétorique qui s'en dégage. Alors, pour l'analyse sémiotique, je ne donnerai qu'un exemple. Il s'agit de voir comment, par exemple, le monde s'organise autour du propriétaire de la tombe de manière à en faire le centre de toutes les circulations. Alors, les études les plus connues sur ce thème sont celles de Valérie Angenot, qui a travaillé sur les vectorialités, c'est-à-dire les sens de lecture des registres des parois en fonction de l'orientation du regard, et en analysant la manière dont les différents registres étaient orientés, quelles étaient les vectorialités de chacune des parties d'une paroi, elle a pu montrer que bon nombre de schémas de lecture plaçaient le défunt à l'origine et à l'aboutissement de la lecture, de sorte qu'il y a une sorte de lecture cyclique qui s'impose dès qu'on promène le regard dans les scènes et que la lecture passe toujours à l'origine et à l'aboutissement par le défunt, ce qui peut créer un effet de retour cyclique souhaité, de régénération permanente du sens de lecture, et donc qui augmente aussi la centralité du personnage dans la conception de la scène. Dans le même ordre d'idées, donc, mais cette fois-ci davantage dans la volonté de percevoir la rhétorique du programme décoratif, la manière dont il développe une capacité à s'adresser au visiteur, à l'impressionner, à le persuader. Des études récentes ont décortiqué le rôle des façades des mastabas de l'Ancien Empire. C'est un ouvrage paru en 2024 de Roman Bedbez, Représenter les morts, captiver les vivants, les façades décorées des tombes memphites à l'Ancien Empire, forme, fonction et réception, qui fait le point sur cette question en développant un certain nombre d'exemples. Alors vous avez à l'image la façade de la tombe d'Inumine, donc un dignitaire de la 6e dynastie qui a son mastaba à Saqqara, et sur la façade, on le voit représenté assis en réalisant un geste adressif de la main tendue vers l'avant, qui le montre donc en train de s'adresser au visiteur, inviter en quelque sorte le passant à la lecture du programme décoratif de sa tombe. La façade, c'est évidemment un lieu de confrontation visuelle du passant et de la représentation du défunt, donc appuyé par ce geste adressif. Et donc, il y a, au fur et à mesure du développement des programmes décoratifs à l'Ancien Empire, une recherche de ce dialogue instauré entre le propriétaire et celui qui va activer en quelque sorte la lecture des parois et forcément aussi participer au culte funéraire et donc aussi à la perpétuation de la mémoire du personnage.
Alors que les scènes du programme décoratif d'une tombe puissent être considérées comme des objets rhétoriques, à l'instar du discours prononcé par le propriétaire à l'adresse des visiteurs, cela nous est prouvé indirectement par une scène d'une tombe d'El Garça, tombe de la première période intermédiaire, un exemple que j'aime particulièrement, donc la tombe de Méria, où nous avons une scène d'inspection du comptage du bétail représentant donc le défunt face au défilé des troupeaux de sa propriété. Alors c'est une scène qui fait partie du répertoire classique de ce genre de monument. On ne fait là qu'emprunter un modèle bien connu, mais la légende qui est placée devant le personnage est particulièrement originale. On nous dit « Observez le comptage du bétail par le comte l'ami unique, le prêtre-lecteur Limar Méria, de sa propriété personnelle. » Jusque-là, on est dans le classique. Et on rajoute « En vérité, il n'y a pas là de vantardise. » Alors, on a ici une formule qu'on appelle une protestation de véracité dans le jargon égyptologique, que j'ai eu l'occasion d'étudier dans un article en 1997. On les trouve généralement plutôt dans les inscriptions funéraires. On avait évoqué le développement de cette défiance vis-à-vis du discours autobiographique dans le premier cours, qui est caractéristique de la première période intermédiaire. Et précisément, dans la même tombe, on a une revendication du personnage au sujet de ce qu'il a déclaré dans son autobiographie. Il nous dit « Cela n'est pas dit par écrit comme des fonctions de nécropole », c'est-à-dire des choses que j'aurais ajoutées sur ma tombe, mais qui n'ont aucune réalité historique, comme ce qu'ont dit les prédécesseurs qui ont vécu auparavant. Donc là, on se démarque d'une tradition antérieure qu'on suspecte d'être une création rhétorique. Par ailleurs, quant à toutes mes possessions évoquées précédemment, c'est la vérité. Donc là, on a un effet de miroir entre l'autobiographie, le discours que prononce le personnage, et le programme décoratif de sa tombe. En fait, cela nous convainc que images et discours participent en fait d'une même opération de persuasion du visiteur. On cherche aussi à l'impressionner par la quantité des richesses représentées face au propriétaire. Et donc, également, ce qu'on voit à la première période intermédiaire, c'est cette pleine conscience qu'il s'agit avant tout d'un genre bien établi, et que ces scènes, évidemment, on les emprunte à des schémas iconographiques déjà bien connus aussi des visiteurs qui, évidemment, peuvent douter de la réalité de ce qu'ils ont sous les yeux concernant donc la richesse du personnage. Donc après cet aperçu de lecture possible sous différents angles des monuments funéraires de l'élite, évidemment, on pourrait proposer beaucoup d'autres types de lectures. Je voudrais m'intéresser maintenant à ce qui concerne spécifiquement le lien avec la cour royale et donc le type du courtisan. Alors, je ne peux pas évidemment passer d'abord, oublier de mentionner ce qui relève de l'apparence du courtisan, même si, évidemment, il faudrait des développements beaucoup plus longs que ceux que je
je peux consacrer ici. Dans la plupart des tombes, le propriétaire est représenté à la manière d'un dignitaire serf. Hein, donc vous voyez, on a déjà vu ce déterminatif hein, du personnage tenant un bâton d'une main et le mouchoir de l'autre, hein, qui est le modèle auquel se conforment de très nombreuses représentations du propriétaire de la tombe dans des centaines de monuments. Alors vous avez ici un aperçu des représentations du propriétaire du mastaba E17 dans la publication récente de Christian Ziegler, hein, donc ce personnage Arethetep, eh bien, se trouve debout, portant devant lui un long bâton et avec à la main le mouchoir. C'est exactement la figuration du hiéroglyphe serf. Alors évidemment, bon, sans entrer dans le détail, on connaît la possibilité de l'écriture hiéroglyphique de se décalibrer, hein, c'est-à-dire de mettre à une échelle beaucoup plus grande un signe particulier qui fait office en quelque sorte de classificateur, de déterminatif, et donc le personnage tel qu'il est représenté dans sa tombe sert en quelque sorte aussi de classificateur pour un certain nombre de discours qui le concernent autour de lui. Alors, il peut y avoir d'autres emblèmes ou symboles de pouvoir associés au personnage. J'en note un qui est particulièrement fréquent, c'est ce bâton de commandement, bâton Rerep, que porte ici Ti et qui est donc fréquemment associé à ce type de représentation. On en trouve aussi des exemples archéologiques dans les tombes. Alors le courtisan peut être aussi représenté assis, et on a pu rapprocher cette attitude, là aussi, d'un autre hiéroglyphe, le hiéroglyphe Shepes, qui renvoie à la fois à la notion d'opulence, mais aussi à ce titre de cours, le Shepes Nessou. Hein. Et dans un article publié en 2018, Sylvie Donat a fait le lien entre cette représentation de Ptahhotep devant sa table d'offrande, où les richesses s'accumulent dans des quantités phénoménales, et l'attitude qu'il adopte qui fait le lien avec ce hiéroglyphe Shepes. Alors on a des jeux sur le mot Shepes qui apparaissent dans certaines autobiographies de l'Ancien Empire et qui peuvent conforter en fait l'idée qu'il y a effectivement un lien entre cette représentation du personnage en tant qu'homme opulent et le terme Shepes. Il est évident, sans que on doit forcément le démontrer de manière extensive, qu'il y a dans les représentations des mastabas de l'Ancien Empire, dans les scènes où le personnage se trouve entouré des membres de sa maisonnée, qu'il y a un lien donc, entre ces représentations et les scènes de cour mettant en scène donc, le pharaon au milieu des membres de la cour. Même positionnement hiérarchique, donc vous avez ici une scène tirée de la tombe de Pépior le Noir, à Mers. On est dans un contexte provincial. Ici, il est représenté sur une chaise à porteur, ce qui est un marqueur de statut particulièrement important. On y reviendra.
et la disposition, sa figure est hiérarchiquement marquée par sa taille exceptionnelle par rapport aux individus qui l'entourent. Et donc on retrouve cette même hiérarchisation des tailles des personnages que l'on a sur les scènes des programmes décoratifs royaux. On trouve la même disposition des subalternes en registre autour du personnage. Donc on avait analysé ce type de disposition pour les scènes de Saouré lors d'un cours précédent. Alors on voit qu'on a exactement la même configuration et certains de ces personnages se trouvant parfois donc dans une même attitude de respect par rapport aux dignitaires. Il y a donc un lien, à mon avis, évident entre la configuration des programmes décoratifs des tombes de particuliers et le modèle des représentations de la cour royale. Et en quelque sorte, le dignitaire se projette comme le centre de sa propre cour locale. Alors, il faut évoquer aussi forcément l'idée qu'il existait une compétition entre courtisans qui devaient s'organiser autour du roi. Ces personnages, on le voit, se représentent seuls au milieu de subalternes et jamais dans une relation avec des collègues de même rang ou de même statut. Il est évident que le choix de telle ou telle scène, la composition générale du programme décoratif des mastabas, la taille même de la tombe, la multiplication des scènes du programme décoratif devait être conditionnée par une émulation qui existait entre les différents membres de la cour. C'est un aspect qui a été développé récemment par René van Walsem, qui parle d'un besoin d'individualisation, diversification dans la variation dans le choix des iconographies, qui correspond précisément à cette compétition entre courtisans. Miroslav Barta, lui, a parlé de status race, de course au statut, qui s'accélère particulièrement à la 5e dynastie. Alors je ne peux pas ne pas évoquer non plus la place des femmes dans ces tombes. Dans les mastabas, la femme est représentée soit à la même échelle que son mari, soit à une échelle inférieure quand l'équilibre de la scène l'impose. Alors il y a une évolution quand même dans ce choix des tailles. Joyce Swinton, qui a mené une analyse sur le corpus de l'Ancien Empire, montre que, en fait, à la 4e dynastie et jusqu'à dans la première moitié de la 5e dynastie, l'épouse du propriétaire est représentée de la même taille, ou juste un peu plus petite, que celui-ci. Vous avez une série d'exemples qui montrent bien le fait que l'épouse est représentée avec le même module que son mari. C'est à partir de la 5e dynastie, probablement sous l'influence de l'iconographie des monuments royaux, on avait vu la hiérarchisation des tailles entre le roi
et la reine et puis la mère royale. Donc, sous l'influence des monuments royaux, que la possibilité apparaît de représenter l'épouse du défunt à bien plus petite échelle. Et c'est ce qu'on va trouver dans les monuments donc, privés donc à partir de la fin de la Ve dynastie. Je vous ai mis l'exemple ici de la tombe de Pépi-Érihib, à Mer. Et on voit que dans la scène de chasse et de pêche, ici, l'épouse est représentée bien plus petite, donc au pied de son mari, tandis que dans d'autres représentations de la tombe et dans la statue du couple, elle est représentée de même taille. Donc on a les deux possibilités qui sont choisies au cas par cas, selon la configuration de la scène, de représenter l'épouse soit beaucoup plus petite, soit de même taille que l'époux. Alors, dans deux contributions qui sont parues dans la revue Studien zur altägyptischen Kultur en 2007 et en 2012, Vera Vassilevich a analysé la place des représentations féminines dans les tombes de l'Ancien Empire en fonction de leur statut. Et elle note en fait que dans certains cas où l'épouse du propriétaire d'un mastaba a une ascendance royale marquée, cela renforce en quelque sorte le prestige de son mari et lui confère un statut particulier et donc confère à l'épouse une place plus importante dans la tombe. Alors c'est le cas célèbre de l'épouse du vizir Mereruka, Watet Chet Or Sechsechet, qui est la fille de Téti et demi-sœur de Pépi Ier, et qui, du fait de ce statut en quelque sorte royal, se voit attribuer une chapelle indépendante dans le mastaba donc de son époux, le vizir Mereruka. Alors on note d'ailleurs que cette chapelle est dotée d'un escalier qui permet de se rendre sur le toit du mastaba, ce qui est une innovation à cette époque empruntée à l'architecture funéraire royale. Alors cette épouse du vizir Mereruka a l'insigne honneur d'être représentée sur une chaise à porteur, et c'est le seul cas attesté où ce marqueur de statue se trouve associé à une représentation féminine, cette représentation étant placée sur la chaise. On trouve dans certains cas des chaises à porteurs associées au mobilier représenté dans la tombe pour certains personnages féminins, mais là, c'est le seul cas où on voit l'épouse en train d'être transportée sur cette chaise à porteurs. Alors, ce type de chaise à porteurs est connu comme marqueur de statut très important donc à l'Ancien Empire. Il fait figure parmi les cadeaux royaux faits aux hauts dignitaires, et il fait partie aussi du mobilier de la famille royale. Donc vous connaissez certainement cette chaise à porteurs d'Hétépérès, la mère de Khéops, qui est admirablement conservée et qui est maintenant exposée au Grand Egyptian Museum au Caire. Dans les reliefs des tombes privées, donc comme je disais, si les chaises à porteurs peuvent être régulièrement représentées dans le mobilier apporté aux propriétaires féminins, il n'y a pas d'attestation en dehors de celle-ci de femmes représentées en train d'être portées sur sa chaise. Et donc on peut mettre en parallèle d'ailleurs cette scène de la fille royale Watet Chet Or Sechsechet
sur sa chaise, et celle dans le même mastaba où Mereruka est transporté lui aussi sur une chaise à porteur. On voit ici d'ailleurs qu'elle est beaucoup plus simple, alors que la chaise de son épouse est ornée de lions, ce qui montre son statut royal. Néanmoins, il faut bien noter donc, avec Vera Vasilevich que dans la partie du mastaba consacrée au vizir Mereruka, les représentations de son épouse ne diffèrent pas de celles des autres tombes. L'épouse du vizir va être représentée soit en petit module au pied de son mari, soit de même taille à côté de lui, comme dans cette scène de jeu où elle est représentée, donc c'est fragmentaire, mais on voit bien qu'il s'agit de l'épouse de Mereruka sur le même siège que lui. Donc la mise en exergue du statut de la fille royale ne peut donc se faire que de manière indépendante dans une partie réservée de la tombe pour ne pas entrer en conflit avec la convention qui veut que le décor du mastaba soit focalisé sur le propriétaire uniquement et aucun autre. Donc, on accorde certes une place de choix à la fille de Téti dans le mastaba, mais de manière séparée, sans que cela, en quelque sorte, fasse de l'ombre au vizir. Alors, autre point intéressant sur le statut des femmes dans le programme décoratif des mastabas, c'est ce qu'a analysé récemment Roman Bedbez en tenant l'inventaire des représentations de femmes dans des tombes dont elles sont les propriétaires, ce qui n'est pas un phénomène marginal puisqu'elle a recensé 68 tombes appartenant à des femmes de l'élite dans la nécropole Menfite. Elle s'est intéressée à l'attitude des personnages représentés en distinguant deux notions qui les caractérisent. D'abord, la passivité. C'est une attitude qui est commune aux hommes et aux femmes de l'élite, alors que leurs subordonnés s'activent autour d'eux, on l'a vu, les hommes et les femmes de l'élite restent dans une position d'observateur dans la plupart des scènes. Mais ce qui caractérise les personnages féminins, c'est aussi l'inactivité, puisque c'est là que la distinction entre hommes et femmes se fait jour. Comme quand l'homme de l'élite peut se montrer actif dans des scènes de chasse et de pêche dans les marais, par exemple, la femme est-elle toujours représentée inactive? Alors on a la possibilité de vérifier ce fait de manière exceptionnelle dans une tombe qui a été conçue initialement pour un vizir de la 5e dynastie qui s'appelait Ii et qui a été réutilisée ensuite au profit d'une femme, Séchéchet Idout, probablement une fille royale de Téti, donc le pharaon de la 6e dynastie. Alors on voit comment on a réadapté le programme décoratif à un personnage féminin, puisque vous voyez ici la représentation de la seconde propriétaire, et en dessous, on voit la scène qui a été grattée, en quelque sorte, où on avait un personnage avec un pagne qui transparaît derrière. Alors ce personnage, d'ailleurs, devait tenir un bâton, et ici, notre propriétaire féminin est représenté en train de tenir un lotus. Et quand on regarde les scènes de chasse et de pêche dans les marais, alors les vestiges sont malheureusement très réduits, mais on s'aperçoit que dans la scène qui doit correspondre à la chasse, donc la chasse aux oiseaux avec le bâton de jet, eh bien,
on ne voit ici que des pieds d'un personnage qui devait être assis, et donc il est clair que le personnage initial en train de chasser a été remplacé par une représentation passive, inactive, de la nouvelle propriétaire, ce qui montre bien donc l'impossibilité de montrer une femme en train de réaliser le type d'activité dévolue généralement aux hommes. Donc on peut adapter l'iconographie sans modifier l'organisation générale des scènes pour un propriétaire féminin, mais certaines conventions empêchent des attitudes particulières d'activité pour les femmes. Les seules activités qui sont attribuables à une femme de l'élite, c'est ce que note Roman Bedbez, sont en lien direct avec son époux. Et par exemple, dans cette scène du mastaba de Mereruka, on voit Watet Chetor Sechechet en train de jouer de la harpe pour son époux, mais elle est là dans une activité qui est en quelque sorte subordonnée à la position de son mari. Alors, au-delà de l'apparence de ces hauts dignitaires dans leur mastaba, qui rappellent forcément, je l'ai dit tout à l'heure, les scènes des monuments royaux, on peut aller plus loin en montrant qu'il y a très probablement un lien généalogique entre les scènes, les motifs que l'on trouve dans la décoration des mastabas non royaux et le répertoire royal utilisé pour le décor des temples funéraires. Alors, on ne peut pas se livrer à une démonstration extrêmement rigoureuse à partir du moment où les sources qui nous sont parvenues sont forcément rares et largement sélectives. Mais si l'on prend par exemple le cas de la scène de la chasse et de la pêche dans les marais, on s'aperçoit la première attestation bien établie remonte au temple haut d'Ouzerkaf, donc associé à sa pyramide, avec une structure qui sera suivie dans les mastabas de particuliers. Donc cette double scène avec d'un côté le roi transperçant deux poissons avec un harpon et de l'autre côté la chasse aux oiseaux réalisée avec un bâton de jet. Alors on pourrait faire la même démonstration pour le motif de la chasse dans le désert, hein, qu'on trouve aussi dans le temple, qu'on trouve là dans le temple de Saouré. Mais si l'on s'attache à cette scène, cette double scène de chasse et de pêche, il apparaît que c'est ce schéma en quelque sorte fixe qui va ensuite être répété dans de très nombreux mastabas de hauts dignitaires associés donc à la cour royale. Alors on peut multiplier les exemples, hein. Vous avez cette scène dans le mastaba de Neferir Tenef, donc qui est conservé à Bruxelles. Vous savez que du temps de Kappar, le musée de Bruxelles a voulu choisir un mastaba pour orner ses collections, et donc c'est ce mastaba qui a été sélectionné et transporté à Bruxelles. Et donc vous avez cette double scène qui date de la 5e dynastie. Là, on est sous le règne de Neferir Kare Kakai. J'évoquais tout à l'heure le mastaba
d'un certain Arethetep qui porte le numéro E17 à Saqqara, on retrouve d'une manière un peu plus compacte le même type de double scène entre harponnage des poissons et chasse aux oiseaux au bâton de jet. Dans les nécropoles provinciales, cette scène va être également adaptée. Je donne ici l'exemple de la tombe de Sabni à Koubet El Awa. On est à la fin de la 6e dynastie, donc dans le nome d'Éléphantine, la double représentation est également présente. Et cette scène a une longue tradition sur toute la durée de l'histoire égyptienne. On en trouve évidemment au Moyen Empire, et jusqu'à la Basse Époque, on va retrouver ce même type de motif dans la tombe de Montouémat, donc 25e, 26e dynastie. On est au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc à une époque où les motifs de l'Ancien Empire se remis au goût du jour. On va reprendre cette double scène de la chasse et la pêche dans les marais. Donc là, on a véritablement une scène iconique qui est là aussi une sorte de marqueur de statut, et avoir cette scène dans son programme décoratif signifiait forcément s'identifier à une communauté élitaire qui renvoyait aux plus belles réalisations de la cour royale. Alors, j'évoquais la complexité de la question de l'origine. Donc, je vous donne ici pour mémoire deux tableaux généalogiques réalisés par Stephen Darlow dans une thèse récemment soutenue à Macquarie University en 2017 sur les tombes de mer, où il cherche à définir l'origine justement de certaines scènes présentes dans ces tombes de mer, la scène de la chasse dans le désert et la scène de la chasse et la pêche dans les marais. Et il place là aussi donc les temples funéraires royaux au début du tableau, comme origine très probable de la transmission ensuite des scènes vers à la fois les tombes des courtisans, mais aussi vers les nécropoles provinciales. Alors, on note quand même que à la 4e dynastie, à Meidum, on a certains vestiges, malheureusement assez limités, de scènes qui laissent penser qu'on avait déjà ce type de thématique dans des monuments de membres très proches du cercle royal, ce qui peut aussi amener à douter de l'origine purement royale de ces scènes. On notera néanmoins qu'on reste dans ce cas dans un cercle très très restreint qui est celui de l'entourage proche du roi, et qui est évidemment aussi l'absence de sources pour les complexes funéraires antérieurs à la 5e dynastie, qui ont été fortement dégradés, empêche d'être absolument certain de l'endroit où se trouvait en quelque sorte la première attestation de ce type de scène. Alors, cette quête de l'origine, elle est souvent vaine, finalement, pour nous, et dans ce qui nous intéresse ici, elle n'est pas forcément fondamentale, puisque ce qu'il importe de noter, c'est que c'est dans ce contexte initial de la cour, donc autour du pharaon et parmi ses courtisans proches, que s'est déployée pour la première fois cette iconographie, et qu'elle a ensuite essaimé
dans tous les niveaux de la cour et dans toutes les régions d'Égypte. Alors je voudrais maintenant développer un point qui nous intéresse particulièrement selon le fil directeur qui est le nôtre dans ce cours, à savoir la manière dont est désigné le dignitaire dans sa tombe, dans la bouche de ses subordonnés. Pour cela, nous pouvons utiliser un corpus de textes connu sous le nom de Reden und Rufe, voilà, discours et appels, ce qu'on peut traduire par légende discursive. Ce sont en quelque sorte les petits dialogues que l'on trouve placés dans la bouche des artisans, des paysans, des travailleurs qui sont montrés dans les mastabas, donc dans les scènes de la vie quotidienne que l'on évoquait tout à l'heure, et qui forment en quelque sorte un genre en soi. Alors, ce type de texte a une longue historiographie. Donc, le premier à les avoir véritablement étudiés, c'est Adolf Hermann, Reden, Rufe und Lieder auf Gräberbildern des Alten Reich en 1919. Ensuite, Pierre Montet s'est attaché à commenter les scènes de la vie privée dans les tombeaux égyptiens de l'Ancien Empire en 1925 et a traduit un grand nombre de ces textes. Waltraud Guglielmi a consacré un ouvrage en 1973 à ces textes pour un certain nombre de scènes des mastabas. Et puis, plus récemment, donc Aurore Motte a consacré sa thèse à ce corpus en 2018 et elle a publié un certain nombre d'articles sur le sujet. Donc, je vous ai mis un de ceux-là, paru dans le BIFAO 117 en 2017. Alors, il est possible, et cela a d'ailleurs été suggéré par une étude amorcée par Aurore Motte, que ce genre des Reden und Rufe trouve son origine également dans les monuments royaux, puisqu'on en trouve des attestations déjà dans les monuments funéraires de la 5e dynastie à Abouzir. Alors, quand on regarde la manière dont les artisans et l'entourage, les subordonnés du dignitaire interpellent ou désignent en quelque sorte ce dignitaire, on s'aperçoit que l'appellation privilégiée qui est utilisée, c'est le mot ser, le dignitaire ser, donc qui est un mot qu'on a déjà donc rencontré plusieurs fois comme désignation du courtisan. Alors je vous en donne quelques exemples que j'ai tirés d'une seule tombe, celle de Pépillan le Noir, donc qui vient aussi, qui se trouve également à Mers. Alors là, on se décentre en quelque sorte dans une nécropole provinciale, ce qui permet aussi d'avoir une vision particulière du rapport aux courtisans, en quelque sorte en dehors même du cercle proche de la cour Menfite, même si évidemment ces scènes sont largement inspirées de modèles Menfites. Donc devant le personnage représenté en grande taille, on a une série d'artisans qui sont en train de fabriquer soit des statues, soit des vases en pierre. Et parmi ceux qui fabriquent des vases en pierre, l'un interpelle les autres en disant « Fais du bon travail, le dignitaire ser vous félicite ». Donc là, on renvoie évidemment à l'image du dignitaire en train d'inspecter la scène.
Autre exemple, c'est la scène que l'on voyait tout à l'heure de la chaise à porteur de Pépillon-Orle-Noir. Donc, en tête de procession, de cortège, on a un responsable qui est d'ailleurs présenté comme celui qui fait ce que loue le maître, ce qu'il loue chaque jour, donc renvoyant à son dévouement envers le personnage principal, et il s'adresse à une porteuse qui marche derrière lui en lui disant « Avance bien, car le dignitaire serf arrive ». Donc là, on renvoie à ce personnage qui est, dans sa titulature, présenté comme un Atiya Semerwati, ce sont ses titres de cour, donc pas comme un serf. Serf ici a la fonction de désignation générique de ce personnage du courtisan. Autre exemple, le personnage ici inspecte des activités de chasse et de pêche, et donc ici on a un porteur qui est en train d'apporter des sacs de poissons et qui dit, donc le début du texte est un peu abîmé, mais on peut le restituer par d'autres parallèles, « Laisse-moi le chemin pour les poissons, pour le cas du dignitaire serf ». De la même façon, toujours dans la même tombe, nous avons ici le personnage qui a tous ses insignes de pouvoir, bâton, bâton long, bâton rérep, et qui se fait apporter des étoffes. Et ces deux porteurs, ici, sont en train de se hâter, et l'un dit à l'autre « Hâte-toi, le dignitaire serf va inspecter les étoffes ». Donc on retrouve toujours cette image, ce mot « serf ». Encore un autre exemple avec ce membre de l'entourage du dignitaire dans la même scène, où là, après l'énoncé de ces titres, on a la séquence IRER Recesset Ser F qui fait ce que loue son serf, c'est-à-dire son dignitaire serf, avec ici un emploi de serf qui se rapproche de l'emploi de maître, un neb, donc un assez rare emploi avec un possessif qui marque le lien de dépendance entre ce personnage et son maître. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais vous avez peut-être une tendance à tourner les textes dans le sens qui vous intéresse, c'est-à-dire de voir cela comme l'évocation d'un courtisan, d'un dignitaire. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une même lecture administrative de ce mot serf en faisant celui qui est finalement le magistrat en charge, le superviseur de toutes ces activités, et de tourner le mot serf vers son acception la plus finalement administrative. Alors, pour répondre à cette objection tout à fait légitime, je vous montre un dernier exemple, toujours dans la tombe de Pépillon-Orle-Noir à Mer, qui représente la fameuse scène de chasse aux oiseaux. Et là, on a une représentation de l'épouse du personnage principal qui est en train de montrer avec le bras un oiseau qui l'intéresse particulièrement, c'est un loriot,
et elle dit, à l'intention du chasseur, « Cerf, ô dignitaire cerf, attrape-moi ce loriot ». Et donc, très gentiment et de manière très courtoise, le chasseur lui dit « Je vais te l'apporter ». Alors là, il serait tout à fait déplacé de voir dans cette scène, dans le mot cerf, l'idée d'un quelconque titre administratif. On est dans une scène en quelque sorte codifiée de divertissement dans les marais. C'est, à mon sens, l'une des preuves que le mot ici a une valeur très particulière qui renvoie au statut sociologique, mais aussi culturel, en quelque sorte, du personnage comme homme de cour. Alors, pour être tout à fait complet, on a un certain nombre d'autres textes du type Reden und Rufe, où on va trouver des désignations qui ne sont pas cerfs, mais par exemple le mot atiha, le mot qui veut dire comte, qui renvoie là aussi à un titre de cour, qui est, d'après les sondages que j'ai pu faire, néanmoins beaucoup plus rare. On va trouver parfois aussi le mot maître. Évidemment, il faudrait, c'est une enquête que je n'ai pas encore menée, analyser de manière très systématique l'ensemble des textes pour pouvoir déterminer la proportion du mot cerf dans ce type de texte. En tout état de cause, c'est une désignation générique qui est privilégiée dans ces textes, qui indique la distinction du personnage comme appartenant au monde de la cour, ou en tout cas se conformant à ses modèles. Donc après cette lecture qui était davantage centrée sur le programme iconographique des tombes, je voudrais prendre maintenant les monuments funéraires sous un autre aspect, qui est celui des inscriptions autobiographiques. En effet, donc, les monuments funéraires des dignitaires, ce n'est pas simplement des représentations du personnage au milieu de sa maisonnée, ce sont aussi des textes, des inscriptions dans lesquelles il peut s'auto-présenter et faire en quelque sorte un portrait de lui-même, qui n'est pas cette fois-ci un portrait graphique, mais un portrait discursif. Comme l'a bien mis en évidence Jan Assmann, les autobiographies égyptiennes émergent à l'Ancien Empire d'abord du commentaire de la tombe et de ses conditions d'acquisition, en évoquant le fait que la construction n'est en fait le résultat d'aucune appropriation malhonnête, ou en relatant, par exemple, les conditions d'un cadeau royal qu'a reçu le dignitaire pour doter le mobilier de cette tombe, par exemple un sarcophage. Et progressivement, le discours autobiographique va se détacher de l'évocation de son support et évoluer à partir de la Ve dynastie selon deux modalités différentes. La première modalité, c'est ce qu'on appelle l'autobiographie événementielle. C'est le récit d'épisodes de la vie du défunt qui mettent en scène généralement la réalisation de missions pour le roi. Une des premières autobiographies événementielles comportant plusieurs épisodes, c'est celle de K.M. Chenenet,
inscrit dans le portique de son mastaba à Sakkaranor, qui date du règne de Djedkaré Izezi, donc de la 5e dynastie. Cette inscription évoque plusieurs épisodes de la vie de Khem-Chenenet, dont une expédition militaire, des travaux dans un temple, puis, après sa nomination à des fonctions en lien avec la navigation, le transport d'un sphinx par voie fluviale, puis un épisode où le personnage doit transporter le pharaon par gros temps. Donc ici, le texte, dans cet extrait, donc, qui évoque la manière dont le courtisan a sauvé le pharaon d'une tempête, commence par Reper Sout. Il advint ensuite, qui est caractéristique d'un récit événementiel qui indique en quelque sorte l'irruption de l'événement, et ce qui est finalement quelque chose d'assez nouveau dans ce type de texte à cette époque. Alors les épisodes relatés font la part belle à la louange du roi qui est adressée directement à Khem-Chenenet. Et là aussi, c'est une innovation à cette période, le fait que l'on s'adresse directement au personnage et non pas à la troisième personne. Et donc on dit « Sa Majesté me félicita très vivement ». Sa Majesté dit alors « C'est comme la navigation de Ré sur le grand lac du ciel ». Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve aussi une notation que l'on avait évoquée lors d'un premier cours, c'est l'idée que les événements de la vie du roi sont projetés dans une scène en quelque sorte ritualisée, et que ce passage, cette navigation du roi sur un bateau est mise en parallèle avec l'évocation du dieu Ré naviguant sur le grand lac du ciel. Il y a une manière en quelque sorte de projeter le cours quotidien du règne sur un arrière-plan mythologique qui fait partie en quelque sorte de la ritualisation caractéristique de la vie de cour à cette époque. Alors, dans le commentaire de cette inscription, Julie Stoder-Porcher a noté le lien très probable entre les thématiques et la rhétorique utilisée et les innovations apparues dans les temples funéraires de la 5e dynastie, donc à la fois l'importance des scènes de navigation, la convocation des membres de la cour, puisque le roi fait ensuite venir le vizir Shepsesrey, et toute une série d'autres indices qui montrent qu'il y avait probablement un lien entre ce développement de l'autobiographie événementielle et le type de texte que l'on a vu apparaître sur les monuments royaux, donc à l'époque de Saouré. Vous vous souvenez de cette proto-Königsnovelle, proto-roman royal que l'on a sur la chaussée funéraire de Saouré pour les scènes de pêche. Par ailleurs, on s'aperçoit avec ce texte que ce que nous appelons généralement autobiographie ou texte biographique est souvent une compilation de mentions de cérémonies, d'attributions, une collection d'épisodes de faveur royale exprimés à travers un langage formulaire et une forme modulaire. Donc on a très souvent la structure récurrente, ordre donné par le roi, action du dignitaire et ensuite récompense du roi. Et la formulation de ces récompenses est probablement inspirée par la décision royale qui était édictée et exécutée oralement à ces occasions. Alors à côté de l'autobiographie événementielle, on va avoir un autre type d'autobiographie qui va se développer surtout à partir de la 6e dynastie. C'est ce qu'on appelle l'autobiographie idéale, donc avec une structure très
récurrente, ce qui ne manque pas d'ailleurs de connotation poétique. Si je suis venu de ma ville, descendu de mon homme, devenu âgé et vieux, c'est que j'avais fait la ma'at, donc pratiquer la justice, qu'aime le Dieu, satisfait le Dieu avec tout ce qu'il aime, faisant une offrande invocatoire pour les harous. C'est que j'avais respecté mon père, m'étais montré capable envers ma mère, c'est que j'avais enterré celui qui n'a pas de fils, fait traverser celui qui n'a pas de bac. C'est que j'avais sauvé le faible du puissant, donné la part du père à son fils. Voici ce qui était dit par les hommes lorsque je passais auprès d'eux. Vois, c'est un imar aimé du Dieu, ainsi disait-il. Je suis un art, un transfiguré, efficient et équipé, je connais toute magie efficiente, etc. Donc l'autobiographie idéale commence constamment avec l'affirmation « Si je suis venu de ma ville, descendu de mon homme, c'est que j'avais fait la ma'at qu'aime le Dieu ». Donc il est question ici de la mort du personnage, conçue comme un passage et donc l'occasion d'un bilan moral. Les affirmations sur la conduite exemplaire du défunt sont ensuite assénées sans aucun lien avec une quelconque réalité historique. Le texte se poursuit d'ailleurs par l'affirmation de la maîtrise qu'a le défunt de la magie, par son statut de transfiguré, sans qu'il y ait de démonstration réelle de la réalité de ses propos. Alors, ce qui se passe à la fin de l'Ancien Empire, c'est que dans l'autoprésentation du personnage, il va y avoir une fusion entre l'aspect événementiel et l'aspect idéal, éthique en quelque sorte. Les deux genres vont s'entremêler, et on le voit notamment dans l'inscription de Car, donc un dignitaire qui était gouverneur du nome d'Edfou, où, dans un même texte, on va avoir un enchaînement entre l'évocation de sa carrière d'homme de cour, et puis ensuite une partie qui relève de la biographie idéale. J'ai donné du pain à celui qui avait faim et des vêtements à celui qui était nu, et que j'ai pu trouver dans ce nome. J'ai donné une cruche de lait, j'ai mesuré de l'orge de Haute-Égypte, de mon domaine personnel, pour celui qui avait faim et que j'ai pu trouver dans ce nome. Alors, les petites notations que j'avais pu trouver dans ce nome, qui sont insérées dans les affirmations de Car, participent de ce que j'avais pu appeler, en l'empruntant à Roland Barthes, un effet de réel. C'est-à-dire on utilise des formules conventionnelles, des clichés de la biographie éthique, mais on veut leur donner une apparence réaliste en intégrant des notations particulières qui renforcent le caractère déictique en quelque sorte de ces appellations, de ces clichés. On a une implication personnelle du dignitaire dans son discours qui renvoie à un cadre spatial commun avec celui qui va lire l'inscription. Néanmoins, il faut se méfier du terme autobiographie dans ces cas-là, parce que les expressions du type « j'ai donné du pain à celui qui avait faim » sont autant des formules de type magico-rituel que des formules exprimant la réalité d'une action. Alors ce caractère ritualisé du discours autobiographique, il a été mis en évidence par plusieurs auteurs. Detlef Franke avait souligné le fait que ce discours de donner du pain à l'affamé ne décrivait pas un acte de charité en général, mais servait à caractériser une pratique administrative. En quelque sorte, c'était l'expression d'un mérite, pratique efficace de fonctionnaires spécifiques, une autoproclamation en quelque sorte d'un haut fonctionnaire méritant. Alors j'avais repris la question aussi dans un article consacré aux clichés dans les autobiographies égyptiennes, où je m'étais attaché à montrer que
ce type de formules étaient en fait des formules qui, à la fois, s'inscrivaient dans une pratique intégrée à l'éducation des scribes, puisque dans l'œuvre de la Kémite, donc une somme scolaire qui était recopiée dans les écoles, particulièrement à partir du Moyen Empire, on va avoir des séquences de clichés qui font partie des exercices classiques que doivent maîtriser les scribes. Et donc on retrouve ce type de formule: je suis un aimé de son père, un loué de sa mère, un aimé de ses frères et de ses sœurs. Donc on a quelque chose qui relève non pas d'une expérience personnelle, mais d'un discours autopromotionnel qui est conçu comme ancré dans une pratique sociale habituelle. Et puis, ce caractère ritualisé du discours autobiographique ressort aussi du fait que l'on peut trouver des liens très clairs entre ce type de formule et les formules funéraires, puisque la séquence va être intégrée au Nouvel Empire au chapitre 125 du Livre des Morts, cette fameuse déclaration d'innocence où le défunt cherche donc à se dédouaner de toute action mauvaise, et on peut faire remonter ce lien avec le discours magico-rituel bien avant la date du Nouvel Empire. On a donc un type d'auto-présentation dans ces autobiographies qui est fortement conditionné. Et donc, dès qu'on parle d'auto-présentation de l'élite, il faut absolument se défendre de voir cela comme l'expression d'une expérience intime, d'une vie privée, de quelque chose qui soit totalement personnel. Et comme le rappelle Christopher Hare dans un article qui s'appelle Egyptian Self-Presentation Dynamics and Strategies, paru en 2019, c'est avant tout une expression sociale qui se déploie dans ces textes d'autoprésentation. En concluant, la présentation est celle de l'autosuffisance dans le cadre des normes culturelles. La lecture d'une autobiographie égyptienne, c'est donc forcément la prise en compte de ce qui relève du cadre des normes culturelles qui s'exprime sous la forme d'un langage formulaire qui est constamment repris par les locuteurs. C'est ce qu'on a pu appeler donc ces clichés autobiographiques. Donc à travers ce parcours des monuments funéraires, à la fois à travers le programme décoratif et les inscriptions autobiographiques, je voulais vous montrer l'importance de la codification de ces documents qui est centrée sur la mise en avant d'un certain type d'élite, qui sont l'élite de la cour, et nous poursuivrons la caractérisation de ce type la semaine prochaine à travers l'étude des textes sapientiaux. Je vous remercie.